Stéphane Bern. Bonjour Maxime Rio, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être notre invité sur Radio Monaco. On vous retrouve pour cette exposition Régnier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco. Ça démarre le 20 juillet et ce jusqu'au 31 décembre 2023 à la salle d'exposition du quai Antoine Ier, donc ici en Principauté. Première question déjà, comment s'est montée cette exposition et comment vous avez travaillé déjà en amont ? C'est une exposition qui a été commanditée par la direction des affaires culturelles et Françoise Gamerdinger, qui a proposé un co-commissariat à Christian Cureau, qui est architecte et principalement architecte aussi du Palais Princier. Et on m'a proposé le commissariat avec lui pour raconter au fond qui est toutes les évolutions, comment le prince Régnier a été vraiment un bâtisseur. Alors pas seulement un bâtisseur parce qu'il a construit, il y a déjà une exposition sur les conquêtes territoriales pacifiques, mais c'était plutôt comment il a vraiment ancré son pays dans la modernité et bâti une image aussi. Donc c'est toutes ces questions auxquelles on essaie de répondre dans cette exposition. Et moi, j'ai accepté en mettant une seule condition, c'est que je voulais que ce soit un travail bénévole. Parce que j'estimais que c'était un peu ma dette envers le prince Régnier, qui a toujours montré beaucoup de gentillesse et d'amabilité à mon endroit. Et c'est un homme que j'admirais infiniment et que j'aimais beaucoup. Et donc, c'était de raconter avec... ça a été une aventure formidable, d'abord parce qu'on a travaillé avec de jeunes scénographes du pavillon Bozio, qui ont été recommandés par la princesse de Hanovre. On a travaillé sous la direction de la princesse Stéphanie, qui est la présidente du comité pour les célébrations du centenaire du prince Régnier III, 1923-2023. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure, c'est-à-dire que les idées les plus folles, sur le plan scénographique, sur le plan muséographique, aller fouiller. On a passé beaucoup de temps dans les archives du palais à essayer de retrouver. J'ai retrouvé ses cahiers scolaires. Je voulais retrouver dans ces cahiers, par exemple, quelle était son ambition quand il était enfant, quand il était jeune, quand il découvre qu'il est le prince héréditaire de Monaco. Et donc, j'ai retrouvé, par exemple, dans des cahiers, les phrases, les citations historiques qu'il soulignait et qui donnent déjà une indication de quelle sera sa vision pour Monaco. Donc, vous voyez, tout est axé un petit peu en fonction de quelle vision il avait, quelle ambition pour Monaco. Et puis, il y a évidemment des salles, son discours du trône, ensuite toute l'épopée, tout ce qu'il a transformé à Monaco. Alors ça, c'est la partie principalement de Christian Cureau, par exemple, l'infrastructure hôtelière, les routes, les ponts, les aqueducs, les immeubles qu'il a fait construire, toutes les infrastructures que l'on voit encore aujourd'hui. Et puis moi, je travaille sur la SBM, tout ce qu'il a fait à travers la SBM, comment ça a été l'outil pour qu'il ancre Monaco dans la modernité, et puis tout ce qu'il a fait sur le plan international, sur le plan national, bâtisseur d'images aussi avec le mariage. Voilà comment on bâtit une image, c'est très important. Mais Stéphane, vous êtes un homme de médias, de télé, de radio, et évidemment, le prince Régnier a initié également le festival télé de Monte-Carlo. Absolument. Et pour le coup, c'était quand même avant-gardiste pour l'époque. Exactement. Alors, il y a comme ça une sorte de couloir du temps où on revisite tout ce qu'il a lancé comme idée. Il y a le festival de Monte-Carlo en termes de festival télé de Monte-Carlo, mais il y a aussi, par exemple, le Printemps des Arts, il y a la Fondation Prince Pierre, tout ce qu'il a créé, c'est assez incroyable en fait. Mais pas seulement sur le plan de la géographie, de l'Institut géographique, sur la diplomatie. Comment, par exemple, il a implanté Monaco en faisant des représentations diplomatiques à la fois dans les pays, mais en invitant des ambassadeurs à s'implanter à plein temps ici à Monaco. Comment il a fait rayonner Monaco sur la carte internationale. Tout ça, on l'oublie. Parce qu'on voit que les constructions, mais par-delà les constructions, il y a une véritable histoire. Il y a surtout un homme, et ça c'est le point sur lequel la princesse Stéphanie a beaucoup insisté. Elle me disait toujours, il a donné la fierté aux Monégasques d'être monégasques. Et c'est ce qu'on a essayé par l'image de montrer. C'est notamment comment il a redonné de la fierté des fêtes, des pique-niques, de la Palladienne, de toutes les cérémonies et traditions populaires. Et moi, il m'expliquait souvent, le prince Régnier, il me disait que c'est important pour un petit pays d'avoir des traditions bien ancrées,
parce que c'est ce qui fait la spécificité, c'est ce qui fait que tout le monde a envie de continuer à vivre ensemble. Surtout dans un pays où vous avez énormément de résidents qui sont d'origine étrangère, vous avez finalement les Monégasques sont pratiquement en minorité dans leur propre État. Et faire cohabiter État. tout le monde. Et donc faire cohabiter tout le monde. Mais il a réussi une chose, c'est que le prince, quel qu'il soit d'ailleurs, est le ciment de la nation monégasque. Vous qui êtes rentré dans toutes les coulisses de l'histoire, notamment avec Secret d'Histoire, j'imagine qu'il y a toujours une émotion particulière. Là, vous parlez des carnets scolaires du prince. Il y a toujours cette émotion de rentrer dans quelque chose de très privilégié. Fouiller les archives, quand on aime l'histoire, il n'y a rien de tel. Alors, c'est vrai qu'il y a un directeur des archives, Thomas Fouilleron, avec qui j'avais déjà travaillé pour une exposition qui était partie en Chine sur Prince et Princesse de Monaco. Mais là, on m'a laissé dans les archives avec Christian Cureau. On a ouvert tous les cartons. Et là, tout d'un coup, il y a comment dire, une odeur de l'histoire qui vous saute au visage. Des cartons qui n'ont pas été ouverts depuis 60 ans, 70 ans, et tout d'un coup, vous revivez l'histoire. Ah oui, et ça, et des témoignages, des lettres. Par exemple, une chose que j'ignorais totalement et que j'ai découverte dans les archives, et on en parle évidemment dans l'exposition, c'est qu'il a été l'un des fers de lance, des premiers fers de lance de la défense de l'écologie. Et par exemple, il y a des lettres des années 60, 70, où il écrit, c'est des plaidoyers pour la défense des baleines. Ou des bébés phoques en même temps que Brigitte Bardot pour la défense de la biodiversité. Il s'inscrit là dans la lignée d'Albert Ier de Monaco. Et il précède évidemment son fils, le prince souverain Albert II, qui lui-même s'inscrit dans les pas de son père. Donc vous voyez, il y a une continuité historique qui se dit, mais on avait oublié qu'il militait depuis son... Et puis alors, c'est un prince qui intervenait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a énormément de notes de sa main. C'est notamment vous allez voir ça dans l'exposition, il y a des petits papillons. On appelle ça aujourd'hui des post-it, des papillons jaunes, mais assez grands. Et il faisait des commentaires sur tout. Notamment, il y a une chose qui m'a enchanté, c'est comment il voulait changer l'image de Monaco. Et alors, on lui a envoyé tous les catalogues, les propositions de catalogues pour la SBM, et on lui mettait toujours des filles un peu dénudées. Il disait, mais c'est pas ça, Monaco. Et donc, il y a des annotations de sa main en disant, mais insistez davantage sur tout ce qu'on fait de positif à Monaco. Et ça, on a voulu le laisser pour bien montrer combien ce prince a voulu changer l'image de Monaco, qui détestait cette image d'opérette qui était véhiculée par certains médias, alors qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent et qui engrangent une certaine prospérité et qui profitent à tout le monde. Et il avait un vrai caractère également. Oh, il avait du caractère, il avait du tempérament. Il était et puis, je l'ai connu surtout à partir de la fin des années 80, disons, et il me recevait très gentiment au palais, mais il était un peu plus... C'était après la mort de la princesse Grèce, donc il était un peu plus isolé, un peu plus... mais donc il aimait parler, il était très bienveillant, assez bonhomme, je dois dire. Mais de temps en temps, il pouvait... oui, ça pouvait partir, il fallait ça pouvait... voilà, mais en même temps, il avait du répondant. C'est ce qui fait un homme d'État également. Je trouve qu'un homme d'État, il le disait souvent, il prend conseil, il écoute tout le monde, et à la fin, c'est lui qui décide. Bien sûr. Et c'est ce qu'on attend de lui aussi. Il avait en tout cas une ambition et une vision pour Monaco. Et cette vision, eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a... Un jour, je me souviens, je me regrettais un petit peu, avec mon côté un peu nostalgique que vous connaissez, Maxime, je disais, quand même, il y avait de jolies maisons là, et le prince m'a regardé et me dit, oui, enfin, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Wow. Et c'est vrai que les gens, le public, les Monégasques, demandaient du confort, demandaient des habitations. Surtout l'évolution des temps ont fait que... Les évolutions du temps ont fait que les gens divorcent parfois. Donc, au lieu d'un appartement familial, vous devez avoir 2 appartements. C'est le welfare state ici. Hein. On offre beaucoup de choses assez de confort aux Monégasques eux-mêmes, des appartements à des loyers très modérés par rapport à ce qui se pratique pour les résidents étrangers. Donc, vous voyez, le prince veillait en permanence au bien-être des Monégasques.
C'était vraiment son obsession. Et donc, évidemment, il a fallu construire, il a fallu loger tous les monégasques. Mais ça m'a amusé parce que de temps en temps, c'est réparti, elles partaient, ça fusait. Et puis une fois, j'étais au loin dans la salle, je ne sais pas pourquoi, et le prince a fait demander, il dit « Monsieur Berne a l'air de faire la tête. » Et donc, il a fallu que j'aille. Mais non, monseigneur, pas du tout, tout va très bien. Mais il avait l'œil à tout, il était... Non, j'ai beaucoup de nostalgie, comme on dit en portugais, des saudades du prince Régnier. C'était un homme merveilleux et tout à fait bienveillant. Et en tout cas, il a construit ce qu'est aujourd'hui Monaco. Et on sent la passion quand vous en parlez. Vous le disiez hors antenne, 40 ans de lien avec la famille princière. Comment vous avez réussi à tisser ce lien? Comment vous avez réussi à gagner leur confiance? La confiance, vous ne faites pas un coup quand vous êtes journaliste. C'est-à-dire, vous ne faites pas un entretien et puis des phrases choc. Vous savez que vous ne serez jamais réinvité. Non, la confiance se tisse il faut des décennies pour tisser un lien de confiance. Et vous savez qu'il faut 5 minutes pour la briser. Donc il faut faire attention, on est toujours sur la corde raide. En même temps, il faut dire ce qu'on pense, il faut dire la vérité. Je ne suis pas courtisan. Mais la règle que je m'impose, c'est d'être bienveillant et d'être libre. La liberté, c'est de ne pas être payé. Et la bienveillance, c'est de chercher toujours ce qui est positif chez tout le monde. Et surtout, j'aime cette principauté qui m'a toujours accueilli généreusement. Je me souviens de mes premières années, dans les années 85, par exemple. Je venais au bal de la Croix-Rouge, au bal de la Rose. Et j'ai toujours été merveilleusement accueilli par les Monégasques. Aujourd'hui, les Monégasques me le rendent. On a fait énormément des sagas avant que... Vous savez, avant Secret d'Histoire, il y a eu des sagas sur TF1. Puis il y a eu, pour les 50 ans, pour le Jubilé du Prince. J'ai fait un livre avec le Prince pour le Jubilé du Prince, les 50 ans de règne. Et puis ensuite, oui, il y a eu un Secret d'Histoire sur Monaco. J'ai participé à différentes émissions, encore récemment sur une émission sur Albert Ier. Et puis, j'ai écrit un livre sur Marie Blanc, et là, je suis en train d'en écrire un sur Alice de Monaco, la première américaine princesse de Monaco. Et ça va être une biographie romancée, parce il nous manque quelques détails. Vous savez, sa correspondance a été détruite. Donc, j'ai toujours aimé cette principauté, qui sans doute m'a fait rêver, mais qui ne m'a pas fait rêver pour de mauvaises raisons. Elle m'a toujours fait rêver pour des bonnes raisons. Et j'ai découvert une chose, la vraie richesse d'un pays, c'est aussi les gens qui y vivent et qui en défendent l'authenticité. Donc, c'est par amitié pour les Monégasques que je continue. Famille princière, famille royale, vous les connaissez quasiment tous, enfin en tout cas de leur histoire. Si je vous donnais un exercice, ce serait en un mot, comment vous définiriez la famille princière de Monaco? Si vous deviez choisir un mot, et pourquoi? C'est une famille qui a le sens de l'État, qui a le sens de la défense de Monaco. Monaco aurait été avalé par n'importe quelle puissance voisine, et je ne cite pas la France en premier, mais s'il n'y avait pas eu ce ciment que représente la famille princière. Ce sont des merveilleux ambassadeurs de Monaco. Ils font que Monaco... Alors, en un mot, c'est difficile, mais c'est ça. Et si le prince Régnier était le prince bâtisseur, le prince Albert est le prince humaniste, le prince de la tempérance aussi. Et il est entouré de son épouse, évidemment, qui incarne le glamour, mais de 2 sœurs extraordinaires. J'aime énormément la princesse de Hanovre, qui pour moi est l'une des femmes les plus éduquées, brillantes, une intellectuelle, je dois dire. Elle m'impressionne, même je suis toujours un peu timide avec elle, parce qu'elle est très impressionnante intellectuellement. Et la princesse Stéphanie, qui est une femme de cœur, une femme d'une grande générosité. De combat. De combat, avec Fight-Heads Monaco et d'autres combats aussi qu'elle mène. Et notamment, là, j'ai appris, on a travaillé avec elle pour cette exposition du centenaire du prince Régnier. Non, c'est une famille très attachante et le lien se perpétue avec les enfants, principalement les enfants de la princesse de Hanovre, les Charlotte, Pierre, Andrea Casiraghi, et puis avec les enfants de la princesse Stéphanie. Parce que voilà, ils savent que je suis attaché à Monaco, que je ne les trahirai jamais. Donc ce lien est dans les deux sens. Mais vous savez, Monaco doit beaucoup à la famille princière. Et voilà, et je crois que les Monégasques ne doivent jamais l'oublier, mais à mon avis, ils ne l'oublient pas. Ils le rendent bien. Stéphane, vous êtes le commissaire de cette exposition, donc on le rappelle, Régnier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco à partir du 20 juillet et ce jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs, que ce soit monégasques, touristes, français, se disent à la fin de l'exposition? J'ai appris des choses,
Je crois les gens vont être surpris d'abord par la scénographie. Mhm. Et non seulement ils vont apprendre des choses, mais je sais que des gens sont déjà sortis de l'exposition, puisqu'elle est en fin de montage, là en avant-première, et ils avaient les larmes aux yeux. D'accord. Et donc pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est un beau cadeau. C'est qu'on a touché une corde sensible en racontant vraiment qui était le prince Régnier. Pas celui des livres d'histoire, pas celui de la géographique. Non. Un homme vraiment qui a aimé profondément son pays et qui a fait en sorte d'en construire la modernité. Et c'est vrai que même pour cet été, pour les personnes qui vont visiter Monaco, ça fait une belle prolongation de cette visite, d'aller voir Exactement, cette exposition. surtout que... Et il y a la clim. Oui, en plus. Non, parce que l'exposition au Palais s'arrête, je crois, la fin juillet. Et donc, c'est vrai que l'autre exposition prend la suite. Et ça permet pour tous les touristes, j'espère qu'ils seront nombreux cet été à Monaco, et puis pour tous les Monégasques, parce que j'ai fait un micro-trottoir pour l'occasion, et les Monégasques sont quand même très attachés à la mémoire du prince Régnier. C'est vrai. On va parler un peu de médias maintenant. Stéphane, vous êtes un homme de médias. On a pu vous voir au traditionnel concert de la Tour Eiffel, c'était vendredi dernier. C'est un rendez-vous immanquable pour vous, ce rendez-vous du concert, parce que ça fait plusieurs années que vous l'animez. C'est immanquable. Ah oui, c'est-à-dire que cette idée était celle de Philippe Villamigena quand il était à France Télévisions, et on a lancé ça comme ça. Et depuis 10 ans maintenant, c'était le 10e anniversaire, oui, je suis là. De même qu'on a créé le rendez-vous du 31 décembre. Disons que je prendrais très mal si quelqu'un d'autre se mettait à ma place, en tout cas pendant encore quelques années. Non, c'est un moment important d'abord parce que je suis profondément, j'aime mon pays et je considère que c'est un moment clé. Et surtout, j'essaie de rappeler chaque année ce qu'est la fête nationale. C'est une fête, c'est comme la fête de la Fédération, d'ailleurs, ça se passe au Champ de Mars. C'est une fête d'union nationale et non pas, je cherche toujours l'apaisement. Je pense que les programmes télé sont faits pour fédérer aussi, pour apaiser les tensions, pas pour déchirer les gens entre eux. Et on essaye avec la belle musique. D'ailleurs, vous voyez, après la fin du concert, il n'y avait pas une poubelle brûlée, il n'y avait pas un papier gras. Je trouve, voilà, il y a une sorte de décence. Ce sont des moments de grâce. Alors, un peu de communion aussi pour les... Un moment de communion, donc j'étais très heureux de le faire et je ne laisserai pas ma place. Je suis prêt à manier la dague et le poison si quelqu'un d'autre voulait prendre ma place. Le message est entendu. Vous êtes évidemment un des visages majeurs de France Télévisions, aussi bien en animation qu'en comédie, où vous êtes très très fort, je dois le dire. Le service public a perdu ce week-end un de ses piliers, Laurent Ruquier, qui va désormais officier sur BFM TV. Déjà, quel regard vous portez sur ce transfert et est-ce que vous, un jour, vous pourriez quitter le service public ? Je pense que non, vu ce que vous avez dit juste avant. Mais c'est difficile. D'abord, je pense... Ce sont des métiers où on a une forte sensibilité. Si on fait ce métier, c'est qu'on a une sorte de sensibilité. Et donc, évidemment, ce sont des métiers où l'ego est assez malmené, finalement. Parce qu'il y a les patrons de chaîne ne font pas toujours attention. Vous voyez, le lendemain du concert, j'attends toujours un petit message pour me dire « Bravo, c'était un record d'audience ». Il y en a un ou deux qui vous envoient un message, mais alors la direction vous a oublié. C'est-à-dire... Mais c'est pas grave, moi je le prends pas parce que j'ai pas assez d'ego. Mais je peux comprendre que Laurent Ruquier a peut-être ressenti qu'il n'y a pas que des mots d'amour, il y a aussi des manifestations de l'attachement de la chaîne. Maintenant, on n'est pas propriétaire de sa case. Si demain, vous voyez par exemple, j'avais fait plein de projets. J'avais fait un projet pour une émission, j'ai envoyé j'ai envoyé un signal, puis je vois qu'on vient d'attribuer cette émission à quelqu'un d'autre. D'accord. Je ferai une remarque, c'est tout, mais je ne vais pas aller me battre. Oui, c'est le monde de la télé. Alors, on pense que dans le foot, dans la haute couture ou dans la politique, c'est des coups bas. Mais je peux vous dire qu'à la télévision aussi. Il se trouve, cher Maxime, que je vais avoir 60 ans cette année. Et j'ai moins envie de me battre. J'ai moins envie je suis moins assis sur une sorte de petit trône cathodique, vous voyez, en me disant je m'accroche à mes émissions. On me laisse faire Secret d'Histoire, je suis très content, ça durera ce que ça durera. Avec Laurent Deutsch, on fait Laissez-vous guider, je suis très content. J'ai le village préféré, le monument préféré, le 14 juillet, le 31 décembre, et j'espère encore l'Eurovision quelques années. Voilà, tout ça convient parfaitement à mon bonheur. Maintenant, si vous voulez, je fais de la fiction, on me fait confiance, je vais tourner là en septembre et en octobre 2 nouveaux épisodes de Belfond. Le numéro 2 va passer cet automne et moi je vais tourner le numéro 3 et le numéro 4. C'est donc qu'on me fait confiance. Ça suffit, si vous voulez, à me dire que finalement on m'aime bien.
Je regarde de temps en temps, comme tout le monde, vous aussi, les sondages des animateurs préférés. Je vois que je me défends pas mal. C'est vrai. Que je suis toujours dans le top 10. Voilà. Ça vous fait plaisir ? Disons, c'est rassurant. Ouais. Vous savez, au moment où j'ai accepté une mission présidentielle sur le patrimoine en péril, je me suis dit, aïe, les gens vont encore dire, c'est le copain de Macron, et je vais m'en prendre plein figure. Et puis, quand ils ont vu que j'étais assez libre dans ma parole, et que quand ça n'allait pas, je disais aussi ce que je pensais. Donc, ils ont vu que j'étais pas Macron, et ils ont vu que j'étais libre, toujours libre. Donc, je crois qu'ils sont même contents maintenant de voir les 800 monuments sauvés un peu partout en France. Donc, peut-être que ça ajoute aussi à ma popularité. Mais écoutez, je suis content. J'ai vu un dernier sondage. Il y avait Jean-Luc Reichmann et j'arrivais juste derrière, en deuxième position. C'était assez rassurant. Voilà, je ne dis pas que ça me fait plaisir sur le moment, vous voyez. C'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Mais autant les blessures égotiques, autant les flatteries égotiques, ça dure 2 minutes 30. Et puis après, on passe à autre chose. Parce qu'on est dans l'action, il faut faire des émissions. Moi, en même temps, je garde un pied dans la presse écrite. Ce que j'aime, c'est je fais de la radio, de la télé, de la presse écrite, des expositions, jouer la comédie. Ne pas... Les seules limites, c'est celles que je risque de m'imposer. Donc, tant que je peux encore, j'ai la santé et l'énergie, je le fais. J'ai pu voir aussi, Stéphane, que vous proposez cet été un carnet de vacances. Oui. Alors que vous détestiez, quand vous étiez enfant, les carnets de vacances. Oui, justement, je me venge. J'essaie de faire des carnets de vacances sympathiques. D'accord. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? On y retrouve à la fois des questions, c'est comme des QCM, mais il y a des rébus, il y a toutes sortes le jeu des 7 erreurs aussi, sur l'histoire, le patrimoine, la monarchie française et la monarchie britannique. Au fond, tout ce dont on a parlé cette année, avec la mort d'Élisabeth II et le couronnement de Charles III, qui ont été aussi des moments cathodiques très importants pour moi, parce que, évidemment, là, vous voyez, il y a un vrai challenge. Ouais. Est-ce qu'on va battre Gilles Boulot, vous voyez, avec Julien Bugier. Ouais. C'est-à-dire que Julien, il me dit, t'es dans ma dream team, il faut qu'on gagne. Et c'est très important pour France Télévisions de vous avoir dans ce genre d'événement. Oui, tragique soit-il, mais en tout cas... Non, mais alors, le couronnement était moins tragique. Oui, enfin, sauf le plan de la mode. Mais, mais si vous voulez, le but, c'était quand même d'être leader. C'est comme quand on était ici, je me souviens, avec Marie Drucker pour France 2, pour le mariage du prince souverain avec Charlène Whitstock. C'est vrai qu'il y avait toutes les télés. Moi, je voulais qu'on soit leader. Et quand on a écrasé la concurrence, on était super contents. Donc, voilà, c'est des... Petit esprit compétitif quand même, Stéphane. Un petit peu, voyez-vous, parce que vous dites qu'il y a quand même une légitimité. Oui, bien sûr. C'est des sujets que je maîtrise à peu près. Donc... Autant que le public adhère. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été notre invité. On le rappelle, l'exposition Régnier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco, c'est à partir du 20 juillet jusqu'au 31 décembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.